Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement si vous appréciez mon travail, bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos, partager, afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous de votre soutien. Donc là, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 7 décembre 2024 avec comme titres principaux, tout d'abord, nous avons la BBC qui fait un article absolument incroyable et qui nous dit qu'il n'y a pas de soldats nord-coréens à Kursk, et ce, d'après le témoignage de soldats ukrainiens, qui d'ailleurs se moquent un petit peu du journaliste de la BBC qui lui pose cette question, à savoir, y avait-il des soldats nord-coréens à Kursk? Bon, vous allez voir, c'est très croustillant, très édifiant. Nous allons voir tout ça en article, comme d'habitude. En deuxième titre principal, nous avons Zelensky qui fait un ultimatum à l'OTAN. Donc cet ultimatum, c'est il veut que l'Ukraine entre immédiatement dans l'OTAN, sinon il ne négociera jamais avec la Russie. Bon, certes, il oublie qu'il y a un décret qui lui interdit de négocier avec Vladimir Poutine, mais bon, étant donné tout le stress, toutes les pressions qu'il subit, je comprends qu'il ait pu oublier ce petit détail. Enfin, en dernier titre principal, nous avons le SVR, c'est-à-dire les renseignements russes, qui nous annonce que l'OTAN prévoirait d'envoyer 100 000 soldats de la paix en Ukraine. Pour y faire quoi? On ne le sait pas. Alors ça, c'est d'après le SVR russe, donc le centre de renseignement russe. Alors nous verrons bien si cela s'avère vrai ou non, mais en attendant, j'en ai entendu parler hier sur LCI, il parlait de ces 100 000 soldats de la paix. Donc peut-être que c'est vrai et que leurs informations est bonne, nous verrons bien. Alors évidemment, nous verrons bien d'autres informations diverses et variées comme d'habitude. Et comme d'habitude, cette vidéo est en trois parties. Donc nous avons les informations générales qui seront suivies de la conclusion. Et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe aux dernières nouvelles sur le front, sur le terrain. Donc à ne pas manquer en fin de vidéo. Voilà, commençons. Alors on va commencer très fort avec l'article de la BBC qui nous dit « Les troupes ukrainiennes épuisées en Russie sont invitées à s'accrocher et à attendre Trump. » Donc là, quel aveu! Donc là, ce n'est pas des troupes ukrainiennes qui s'accrochent pour ensuite tenter de reprendre le territoire perdu à Kursk, parce que là, il parle des soldats à Kursk. Non, mais juste pour attendre Trump. Vous imaginez un peu? Bref, continuons. Le ton est sombre, voire colérique. La situation empire de jour en jour. Nous ne voyons pas le but. Notre terre n'est pas ici. Les SMS des soldats qui y combattent dressent un sombre tableau d'une bataille qu'ils ne comprennent pas vraiment et qu'ils craignent de perdre. Nous avons été en contact via Telegram avec plusieurs soldats en poste à Kursk, dont l'un vient de partir. Nous avons convenu de ne révéler aucun de leurs noms. Ils parlent de conditions météorologiques désastreuses et d'un manque chronique de sommeil causé par les bombardements constants de la Russie qui inclut l'utilisation de terrifiantes bombes planantes de 3 tonnes, les fameuses Fab 3000. Cette tendance va se poursuivre, a écrit Pavlo le 26 novembre. Ce n'est qu'une question de temps. Ensuite, on a les ordres, désormais, ont-ils dit, étaient de conserver cette petite bande de territoire russe jusqu'à ce qu'un nouveau président américain, avec de nouvelles politiques, arrive à la Maison-Blanche à la fin janvier. Notre tâche principale est de conserver le maximum de territoire jusqu'à l'investiture de Trump et le début des négociations, a déclaré Pavlo.
pour pouvoir l'échanger plus tard contre quelque chose. Personne ne sait quoi. Donc là, vous voyez Koursk, une partie de Koursk, avec les territoires conquis, pris par les Ukrainiens, et ce qu'il reste, hein, donc c'est les bandes violettes, ce qui reste là maintenant. Notre place aurait dû être là-bas, dans l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire sur le front, pas ici, sur le territoire de quelqu'un d'autre, a déclaré Pavlo. Nous n'avons pas besoin de ces forêts de Koursk dans lesquelles nous avons laissé tant de camarades. Et malgré des semaines de rapports suggérant que jusqu'à 10 000 soldats nord-coréens ont été envoyés à Koursk pour rejoindre la contre-offensive russe, les soldats avec lesquels nous avons été en contact ne les ont pas encore rencontrés. Je n'ai rien vu, ni entendu à propos des Coréens, vivants ou morts, a répondu Vadim lorsque nous l'avons interrogé de ces informations. Il est très difficile de trouver un Coréen dans la sombre forêt de Koursk, a noté Pavlo avec sarcasme, surtout s'il n'est pas là. Et voilà, donc là vous voyez que même les soldats ukrainiens se moquent quelque peu de cette propagande occidentale concernant les soldats nord-coréens à Koursk. Alors maintenant, j'aimerais faire un petit point là-dessus qui est purement d'ordre militaire. Je ne vous le dis pas très souvent, donc là je le redis ici. N'oublions pas que, par exemple, une brigade de soldats nord-coréens à Koursk serait très très difficile à contrôler. Ils ne parlent pas la même langue, ils ont été formés tout à fait différemment. Et en plus, si on en croit la Corée du Sud, l'Ukraine en premier lieu, ben, ce sont des troupes fraîchement débarquées de Russie. Ah oui, donc en plus, ce ne sont pas des troupes qui sont restées longtemps en Russie. Non, ils ont été d'abord envoyés à Vladivostok et ensuite ils ont été à Koursk, si l'on en croit la Corée du Sud, l'Ukraine et maintenant le Pentagone. Donc en plus, c'est même pas des troupes qui ont été longuement formées, dont on l'aurait appris la langue russe, même pas. Donc ils viennent de Corée du Nord, hop. Donc évidemment, il serait un énorme boulet pour l'armée russe. C'est absolument absurde de considérer que ces Nord-Coréens pourraient travailler en harmonie de concert avec l'armée russe. Militairement, ça n'a strictement aucun sens, surtout que l'armée russe a largement de quoi combattre, très 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 largement. Maintenant, on parle d'environ 650 000 soldats russes en Ukraine, peut-être même 700 000. Donc voilà, c'est pas 10 000 Coréens qui vont changer la chose. En plus, encore une fois, cela serait un boulet pour la Russie, pour ne pas dire un énorme handicap. Donc oui, c'est complètement ridicule, ne serait-ce que d'un point de vue militaire, si on ne prend que ces deux facteurs, c'est-à-dire la langue qu'ils ne maîtrisent pas et une formation qui serait totalement à refaire. Alors maintenant, on va avoir un article absolument édifiant du Financial Times qui dit la vérité de plus en plus quant à ce qu'il se passe sur le front en Ukraine. Voyons ça. L'Ukraine peine à recruter de nouveaux soldats alors que les désertions augmentent. Les procureurs ont ouvert 60 000 dossiers contre des soldats abandonnant leur position en 2024, soit près du double des 2 dernières années. Fin octobre, des centaines de fantassins de la 123e brigade ukrainienne ont abandonné leur position dans la ville de Ougledar, ou Vuhledar, à l'est du pays. Ils sont retournés chez eux, dans la région de Mykolaïev, où certains ont organisé une rare manifestation publique exigeant davantage d'armes et de formation. Nous sommes arrivés à Ougledar, ou Vuhledar, avec seulement des fusils automatiques. Ils ont dit qu'il y aurait 150 chars. Il y en avait 20. Et rien pour nous couvrir, a déclaré un officier de la 123e brigade qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat.
Entre janvier et octobre de cette année, les procureurs ukrainiens ont ouvert 60 000 dossiers contre des soldats pour avoir abandonné leur position, soit près de 2 fois plus qu'en 2022 et 2023. Les hommes en âge de servir dans les forces armées n'ont pas le droit de quitter l'Ukraine, mais certains ont profité de leur affectation dans des camps d'entraînement à l'étranger pour déserter. En moyenne, une douzaine de personnes désertent chaque mois leur entraînement militaire en Pologne, a déclaré un responsable de la sécurité polonaise s'exprimant sous couvert d'anonymat. La hausse des désertions aggrave encore la situation déjà désastreuse de Kiev. Depuis l'été, l'avantage de la Russie en termes de main-d'œuvre lui permet de conquérir davantage de territoires à un rythme plus rapide que jamais depuis 2022. Dans le même temps, l'incapacité de l'Ukraine à assurer la rotation des soldats de l'arrière et à permettre à ses troupes fatiguées par les combats de se reposer a entraîné des pertes et a effrayé des hommes qui auraient pu être enrôlés, ont déclaré des analystes militaires. L'officier de la 123e brigade a déclaré au Financial Times que durant les 3 années de guerre, son unité n'avait pas eu une seule rotation. Imaginez-vous dans l'état d'épuisement de cette armée. Parce que évidemment, là, on peut en faire une généralité. Le fait qu'il n'y ait plus de rotation. Donc évidemment, ça participe à un énième facteur à l'effondrement de l'armée ukrainienne. Personne n'avait besoin de Vuhledar, a-t-il dit. La ville avait été réduite en ruine il y a plus d'1 an. Il n'y avait donc aucune raison de mettre ces hommes en danger pour la défendre, a-t-il dit. Il les tue simplement au lieu de les laisser se réhabiliter et se reposer. Ah, vous vous souvenez de mes points sur l'Ukraine, hein, quand je faisais le diagnostic d'Vuhledar, vous vous souvenez ce que je vous disais? Le fait que Zelensky ne voulait jamais donner d'ordre de retraite, et il a toujours fait ainsi, hein, toujours. Et bien là, c'est confirmé par un soldat. Donc tout ce que je vous disais est vrai. Voilà, bien évidemment. Là, on a un responsable américain a déclaré que Washington souhaitait que Kiev abaisse l'âge de recrutement à 18 ans. Ça, c'est fort. Hein. C'est très fort. La simple vérité est que l'Ukraine ne mobilise ni ne forme actuellement suffisamment de soldats pour remplacer ses pertes sur le champ de bataille, tout en suivant le rythme de croissance de l'armée russe, a déclaré ce responsable la semaine dernière. Eh oui, n'oublions pas l'interview de Jake Sullivan à MSNBC aux États-Unis qui disait exactement cela, qu'il voulait que l'Ukraine abaisse l'âge de recrutement à 18 ans, sinon Washington ne pourrait plus aider l'Ukraine de manière adéquate puisqu'il n'y aurait plus assez d'hommes pour se battre. Donc à quoi bon donner toujours plus d'armes à l'Ukraine? C'était les mots de Jake Sullivan, le chef de la sécurité aux États-Unis. Vous vous imaginez à quel point ils n'ont que faire des soldats ukrainiens ou même des Ukrainiens. Ils n'en ont cure. Pour eux, ils discutent des êtres humains, des pauvres Ukrainiens, comme de la chair à canon. Ah oui, maintenant, il faut que des gens de 18 ans aillent se battre. Ah bah oui, hein, faut affaiblir au maximum la Russie. Peu importe que ça soit jusqu'aux derniers Ukrainiens. Et peu importe que l'Ukraine soit complètement détruite. Peu importe que cela mette des décennies avant que l'Ukraine puisse redevenir telle qu'elle était avant la guerre. Peu importe. Ah, elle est belle la morale américaine. Elle est belle. Dans la même veine du Financial Times, on a un article d'Associated Press qui nous dit « La désertion menace d'affamer les forces ukrainiennes à un moment crucial de sa guerre avec la Russie ». La désertion prive l'armée ukrainienne de main-d'œuvre dont elle a désespérément besoin et paralyse ses plans de bataille à un moment crucial de sa guerre avec la Russie, ce qui pourrait placer Kiev dans une position nettement désavantageuse lors de futurs pourparlers de cessez-le-feu.
face à toutes les pénuries imaginables, des dizaines de milliers de soldats ukrainiens, fatigués, démunis, ont quitté les positions de combat et de première ligne pour sombrer dans l'anonymat selon des soldats, des avocats et des responsables ukrainiens. Des unités entières ont abandonné leur poste, laissant les lignes défensives vulnérables et accélérant les pertes territoriales selon des commandants militaires et des soldats ukrainiens. Certains prennent un congé maladie et ne reviennent jamais, hantés par les traumatismes de la guerre et démoralisés par les sombres perspectives de victoire. D'autres se heurtent à leurs supérieurs et refusent d'exécuter les ordres, parfois au milieu des échanges de tirs. Un soldat ukrainien de la brigade Azov, choqué par les obus. Bah oui, des problèmes psychologiques, évidemment, avec ces jeunes soldats inexpérimentés qui tout d'un coup sont propulsés dans une guerre intensive, absolument terrible, exactement comme c'était le cas durant la Première Guerre mondiale. Imaginez-vous ces jeunes hommes élevés entre guillemets à l'occidental, dans un confort, on va dire, douillet, et qui se retrouvent à combattre dans les tranchées avec des balles et des obus juste au-dessus de leur tête, qui tuent leurs amis, qui tuent leurs camarades, voilà, devant leurs yeux. Bah oui, je suppose que c'est choquant, effectivement. Donc vous voyez que maintenant, ça y est, la vérité commence à apparaître partout, massivement, même j'ai envie de vous dire maintenant, et on voit que bien évidemment, c'est une victoire totale, inéluctable de la Russie, du fait d'un effondrement total côté ukrainien, bien évidemment, comme on a pu le voir ici avec ces deux articles de soldats ou commandants ukrainiens. Là, on a un article d'Al Jazeera qui nous dit 800 000 Ukrainiens échappent à la mobilisation militaire, selon le Financial Times. Donc, bon, bah, ça rejoint les articles précédents, sauf que là, on a un chiffre assez précis d'après le Financial Times quant à ceux qui échappent à la mobilisation militaire. Vous notez que le chiffre est absolument gigantesque. Bon, pour finir sur ce sujet, on a Military Watch Magazine qui nous dit « Les taux de désertion dans l'armée ukrainienne augmentent en raison de pertes de personnel catastrophiques. La plupart des conscrits tentent simplement de s'échapper. L'armée ukrainienne souffre d'une augmentation des taux de désertion. Les pertes extrêmement élevées et l'espérance de vie très faible du personnel incitant de plus en plus les nouveaux conscrits à chercher à échapper au service militaire. Tiens, cela voudrait dire que ce que disait le colonel McGregor depuis plus de 2 ans, c'est-à-dire où il donnait ses propres estimations énormes de la perte ukrainienne, bah, serait vrai au final. Parce que d'après tout ce qu'on a lu, et pour ceux qui me suivent depuis plus de 2 ans et demi dans les points sur l'Ukraine, tout concorde à chaque fois avec une très grande régularité pour dire que les pertes ukrainiennes sont absolument énormes à chaque fois. Et c'est tout le temps comme ça. Et là, maintenant, on en vient à même Military Watch Magazine, qui est un magazine de référence militaire américain, qui le reconnaît, des pertes extrêmement élevées et une espérance de vie très faible. Donc, bah oui, là, ce que disait le colonel McGregor dernièrement, qu'il y aurait entre 650 000 et 700 000 morts côté ukrainien, et je dis bien des morts, hein, je ne compte pas les blessés, parce que lui, il compte entre 1 million et 1,2 million morts et blessés, et entre 650 000 et 700 000 uniquement les morts, d'après le colonel McGregor. Donc là, on aurait tendance à le croire, parce que bah là, tout concorde pour arriver à cette conclusion-là. Et ce que disent la BBC et Mediazona quant aux pertes russes, c'est-à-dire environ 80 000 à peu près morts, eh bien cela serait exact, apparemment.
Il y a un côté qu'avance, qui a l'air de n'avoir absolument aucun problème d'homme, et on a un côté qui ne fait que reculer, qui a énormément de problèmes d'hommes. Alors évidemment, vous allez me dire, ah mais oui, mais les Russes envoient leurs hommes comme de la chair à canon, ils les envoient par vagues qui se font exterminer, mais on envoie une autre vague qui se fait exterminer, mais à force, ben, ils avancent malgré tout. Non, ça c'est de la propagande ridicule qui fait rigoler absolument tous les vrais militaires. Bien entendu, c'est ridicule, car imaginez-vous, les Russes c'est des êtres humains, hein, comme les Ukrainiens, hein. S'ils étaient envoyés par vagues pour se faire massacrer massivement, et que c'est au bout de plusieurs vagues qu'ils arrivent à avancer, vous pensez vraiment que les soldats russes seraient motivés pour aller se battre? Ben non, ils feraient comme les soldats ukrainiens, ils déserteraient, ils désobéiraient, ils n'auraient aucune motivation, etc., etc. Bref, tout ce qu'on a vu du côté ukrainien se produirait du côté russe. Or, c'est pas du tout le cas. Du côté russe, il y a une grande motivation, ils avancent, et n'oublions pas quand même ce que dit la BBC Mediazona. Ne l'oublions pas, là on parle de faits concrets, comptabilisés uniquement de faits. Donc n'oublions jamais tous ces facteurs, ce qui prouve que la propagande occidentale quant à l'armée ukrainienne qui ferait entre 1500 et 2000 morts côté russe par jour est du plus haut ridicule en réalité. Ici, un article de Politico qui nous dit Kiev lance un ultimatum à l'adhésion à l'OTAN. L'Ukraine perd espoir de voir l'Alliance l'inviter à la rejoindre dans un avenir proche. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiha a adressé mardi un message clair à l'OTAN affirmant que Kiev n'accepterait aucune garantie de sécurité autre qu'une adhésion complète à l'OTAN. Dans une lettre adressée à ses homologues de l'OTAN, M. Sybiha a déclaré que la seule véritable garantie de sécurité pour l'Ukraine, ainsi qu'un moyen de dissuasion contre de nouvelles agressions russes contre l'Ukraine et d'autres États, est l'adhésion pleine et entière de l'Ukraine à l'OTAN. Nous n'accepterons aucune alternative, substitut à l'adhésion complète de l'Ukraine à l'OTAN, a-t-il déclaré, ajoutant que seule une telle démarche pourrait contrer l'agression russe. Alors, vous voyez l'inversion totale de raisonnement en réalité. Donc pour lui, l'adhésion pleine et entière à l'OTAN arrêterait la Russie, ça arrêterait l'agression russe. Les Russes disent une Ukraine dans l'OTAN, c'est totalement inacceptable, et si vous le faites, ben, nous combattrons encore plus. Alors évidemment, c'est tellement ridicule que c'est à se poser des questions si c'est vraiment l'Ukraine qui veut cela. L'Ukraine n'est pas complètement stupide. Andriy Sybiha, il n'est pas né de la dernière pluie. C'est un vieux de la vieille en politique qui est depuis toujours en Ukraine. Il connaît parfaitement la Russie comme il connaissait parfaitement l'Union soviétique. Donc le fait de simplement émettre cette demande est, je le répète encore une fois, du plus haut ridicule. Donc on peut se demander si cette demande n'a pas été demandée par Washington, toujours pour participer à cette escalade tant voulue côté occidental. C'est à se demander si ce n'est pas ça en réalité, et ce qui serait très très probable en fait. Moi j'en suis persuadé. Alors là, un article du Monde qui nous dit « Les discussions sur l'envoi de troupes européennes en Ukraine relancées. Dans la perspective d'un désengagement américain de Kiev après le retour de Trump à la Maison-Blanche, Paris et Londres n'excluent pas de mener une coalition militaire en Ukraine. » Or, Keir Starmer et Macron se sont rencontrés, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, mais Keir Starmer s'est dégonflé. Il a dit que non, au final, il n'enverrait pas de troupes en Ukraine. Donc en gros, ça veut dire que le plan tombe à l'eau. Mais le fait même qu'ils se soient rencontrés,
avec un plan détaillé pour envoyer des troupes en Ukraine, parce qu'ils en ont quand même longuement parlé, c'est que le lendemain que Keir Starmer s'est dégonflé, donc ils ont déjà des plans précis, comment faire, le nombre de troupes, etc. Donc c'est dans l'air du temps. Et vous allez voir qu'il y a un rapport avec l'article que nous allons voir suivant. Donc voici un article de Newsweek qui nous dit l'OTAN va déployer 100 000 soldats de la paix en Ukraine, affirme la Russie. Donc la Russie affirme que l'OTAN prévoyait de déployer 100 000 soldats de la paix en Ukraine dans le cadre de son plan visant à préparer Kiev à la vengeance, entre guillemets. Les services russes de renseignement extérieur, SVR, estiment que plusieurs pays de l'OTAN vont occuper l'Ukraine sous couvert de déployer un contingent de maintien de la paix dans le pays, a-t-il indiqué dans un communiqué de presse vendredi. Bref, bon, tout cela est dans l'air du temps. Le premier à avoir fait flotter cette idée, c'était Macron. Hein. Souvenez-vous, quand il avait dit qu'il voulait envoyer des troupes en Ukraine, il s'était retrouvé tout seul, car même la Pologne avait dit non, qu'il ne ferait jamais ça. Donc c'est pour vous dire à quel point il s'était retrouvé seul. Mais vous voyez, rebondissement, on en reparle. Et bien évidemment, pourquoi on en reparle? Du fait de l'élection de Donald Trump, c'est toujours la même chose. Donc il faut absolument faire des escalades en urgence. Il faut absolument escalader le plus rapidement possible avant le 20 janvier. Ils essayent de s'y employer. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air de fonctionner pour l'instant. Là, c'est un article d'un journal américain qui nous dit comment la popularité de Zelensky a chuté après 3 ans de guerre. Il a peut-être rallié l'Ukraine contre la Russie, mais la lassitude de la guerre et les querelles de corruption dans l'armée ont terni son image et la plupart des électeurs préféreraient qu'il ne brigue pas un second mandat. Vous avez vu que ça change par rapport à ce qu'on vous dit dans les médias. Dans les grands médias, on vous dit « Ah oui, Zelensky est moins populaire qu'avant, il est moins vu comme un héros, c'est un petit peu diminué sa popularité. » Et certains consultants, alors évidemment c'est toujours des Ukrainiennes qu'on interroge sur les plateaux télé, et ces consultantes ukrainiennes, évidemment, disent que Zelensky, il est toujours très très populaire en Ukraine, que c'est un héros. Bon, vous voyez la vérité, enfin, bien entendu qu'ils aimeraient voir Zelensky viré. Les vrais Ukrainiens qui habitent en Ukraine savent très bien ce qui se passe dans leur pays. Ils connaissent très bien les frasques de Zelensky, le fait qu'il soit corrompu jusqu'à la moelle. N'oublions pas que Zelensky fait partie des Pandora Papers. Donc bien évidemment, tout le monde le sait en Ukraine, bon, sauf les petits jeunes embrigadés dans la propagande occidentale, mais à part les petits jeunes, les autres Ukrainiens savent très bien qui est Zelensky, comment il fonctionne, ainsi que toute sa clique. Car oui, il a toute sa clique et tout le monde les connaît très bien en Ukraine, tout du moins ceux qui ont un petit peu vécu leur vie en Ukraine. Bref, voilà, donc Zelensky, c'est bientôt fini. Alors ici un article du Kyiv Post, un des plus grands journaux ukrainiens, qui nous dit des rebelles syriens formés par l'Ukraine et soutenus par la Turquie mènent l'assaut contre Alep. Alors oui, évidemment, là ça parle de l'assaut contre Alep, mais ce qui est intéressant, c'est que des Syriens soient formés par l'Ukraine. Alors c'est étonnant, l'Ukraine est absolument partout. Là où il y a des Russes, il y a l'Ukraine. Alors en fait, en réalité, rien n'est surprenant. Pour ceux qui s'en souviennent et ceux qui me suivent, vous vous souvenez qu'en novembre 2023, il y avait plein de soldats ukrainiens qui combattaient Wagner au Soudan. Donc parce que Wagner est très présent au Soudan. Et bien voilà, là maintenant on a l'Ukraine, alors qui est peut-être pas présentement en nombre en Syrie, mais il est certain qu'il y a des Ukrainiens en Syrie, à minima pour former les rebelles syriens. Voilà, donc l'Ukraine
essaye de frapper partout où il y a la Russie et partout où ils le peuvent. Évidemment, le fait que l'Ukraine puisse être en Syrie, rien d'étonnant, il y a des forces américaines énormes en Syrie. Bon, maintenant, après, on va voir ce que Donald Trump décide, puisqu'il avait dit qu'il enlèverait les forces américaines en Syrie. Mais bon, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, nous verrons bien. On voit que donc que l'Ukraine est absolument partout pour combattre la Russie. Par contre, il aurait été de bon ton que toutes ces forces ukrainiennes qui sont au Soudan et en Syrie soient plutôt en train de se battre sur le front. Il serait plus efficace à mon avis. Un article de DPA International qui nous dit l'Ukraine impose des sanctions aux dirigeants géorgiens. Et oui, bon, l'Ukraine qui impose des sanctions à la Géorgie, inutile de vous dire que la Géorgie s'en fout complètement. Mais bon, c'est le geste, quoi. Vous voyez que l'Ukraine maintenant fait de l'ingérence exactement comme les Américains. Donc l'apprenti copie le maître. Et donc l'Ukraine se mêle des affaires en Géorgie. Peut-être que bientôt l'Ukraine fera des sanctions à la Slovaquie, à la Hongrie, à la Serbie. Nous verrons bien. Et voici le dernier article avant de passer à la carte militaire. On a un article du New York Times qui nous dit l'Allemagne promet une aide militaire rapide à l'Ukraine pour tenter de rassurer. Le chancelier Olaf Scholz s'est rendu lundi à Kiev. Les autorités ukrainiennes craignent que le soutien américain ne s'épuise et lui reprochent son récent entretien téléphonique avec le président Vladimir Poutine. Car oui, Olaf Scholz, avant de se rendre à Kiev voir Zelensky, avait demandé à appeler Vladimir Poutine. Bon, il n'y a rien de spécial qui est ressorti de la conversation téléphonique. Mais bon, voilà, Olaf Scholz voulait absolument avoir Poutine au téléphone, peut-être du fait des futures élections en Allemagne, pour faire le gars qui garde toujours un contact avec la Russie. Peut-être que c'est purement électoraliste. Mais en attendant, comme Olaf Scholz est resté fermement contre l'envoi des missiles Taurus à l'Ukraine et donc l'utilisation de missiles Taurus pour l'Ukraine, hein, il n'a pas cédé, Olaf Scholz. Eh bien, il est parti voir Zelensky pour le réconforter, hein, pour compenser le fait qu'il ne lui donne pas l'accès au Taurus. Il lui dit, ben, je vais te donner un peu plus d'argent. Et effectivement, l'Allemagne va donner des centaines de millions d'euros en plus à Kiev. Voilà, c'est pour compenser certainement le fait qu'il ne veut surtout pas donner de Taurus à Kiev. Voilà, c'est pour le réconforter, pour compenser, va-t-on dire. Alors que peut-on dire en conclusion? Eh bien, tout d'abord, faisons un peu d'histoire. Nous avons tout d'un coup l'administration Biden qui donne l'autorisation à Kiev de frapper la Russie avec des attaques MS parce que il y a des soldats nord-coréens qui se battent contre les Ukrainiens à Kursk. Voilà, ça c'est le prétexte officiel, alors que Joe Biden a été extrêmement ferme, farouchement opposé quant à l'autorisation de frapper avec des attaques MS la Russie concernant Kiev. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Joe Biden texto, il a dit que cela pouvait amener à la Troisième Guerre mondiale. Et là, je cite Joe Biden. Donc, à 3 reprises, Zelensky s'est vu refuser cette autorisation de manière très ferme. N'oublions pas Lloyd Austin, le ministre de la Défense américain, qui avait dit à au moins 2 reprises que frapper la Russie avec des attaques MS ne servait strictement à rien, puisque les Russes avaient déjà pris leurs précautions, d'où le refus qui avait été donné par le Pentagone et Joe Biden à Zelensky, qui était reparti bredouille à Kiev, sachant que Zelensky, lui, c'était sa demande la plus importante, de pouvoir utiliser des attaques MS en Russie, ainsi que
Idéalement, les Storm Shadows scalp, hein, bien entendu. Et d'ailleurs, ben, Kiev s'en est pas privé. Alors, toujours dans le petit historique, il faut rappeler quand même que les États-Unis n'ont jamais donné officiellement le droit à Kiev de frapper la Russie avec des attaques MS. Il n'y a aucun ordre officiel d'autorisation pour Kiev de faire cela. Je le rappelle. Et quant à Kiev qui a utilisé des Storm Shadow dans l'oblast de Kursk, donc les Anglais impliqués, je rappelle que l'Angleterre n'a donné aucune autorisation officielle à Kiev de frapper avec des Storm Shadow en Russie. Aucune autorisation officielle. Donc pour vous, vous ne trouvez pas cela déjà un peu très louche? S'ils étaient droits dans leurs bottes, pourquoi ils ne disent rien? Parce que là, si on prend les faits et rien que les faits, Kiev a attaqué avec des attaques MS et des Storm Shadow uniquement en lisant le New York Times. Le New York Times étant le premier journal à avoir dévoilé cette autorisation de l'administration Biden. C'est le premier. Donc, Kiev s'est empressé d'utiliser cette nouvelle autorisation qui est pourtant n'a rien d'officiel, je le répète, parce que c'est très 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 important. Alors déjà, c'est extrêmement louche. Pourquoi ne pas faire une déclaration officielle? Bah parce que c'est l'hypocrisie absolument énorme de l'Occident, comme d'habitude, hein, l'Occident qui n'a aucun courage. Donc l'hypocrisie, toujours l'hypocrisie. Hein, donc armer l'Ukraine qui sert de truchement pour affaiblir la Russie, ça, ce ne sera jamais dit officiellement, alors que c'est le seul but de l'Occident, d'affaiblir la Russie. Alors c'est le nouveau but, j'ai envie de vous dire, le but premier de l'Occident, et principalement des États-Unis, c'était de détruire la Russie, dans le sens de la morceler exactement comme le sort qu'elle a connu en 1991, c'était de faire bis repetita, de morceler à nouveau la Russie, afin qu'elle soit tellement faible qu'elle ne puisse plus gêner l'hégémonie américaine dans le monde. Ça, c'était le plan A. Plan A qui a complètement échoué puisque les sanctions ont complètement échoué. Donc le plan B, c'était d'affaiblir, c'est toujours d'ailleurs, d'affaiblir la Russie. Donc on a cela, on a le fait qu'il n'y ait pas de soldats nord-coréens. Voilà, dit par des soldats ukrainiens qui se trouvent à Kursk. Alors évidemment, c'est absolument énorme. Cet article de la BBC, bien entendu, n'a été repris par aucun autre média. Tiens, 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 comme c'est bizarre. Donc, tout est extrêmement louche. Alors, et moi, voilà, réinformation sur le monde, ça fait plus d'un mois que je vous dis qu'il n'y a strictement aucune preuve qu'il y ait des soldats nord-coréens, ne serait-ce qu'en Russie même. Tout simplement, pas forcément à Kursk. Voilà, je vous dis qu'il n'y a aucune preuve. Alors les premiers à avoir dévoilé cela, c'était les Sud-Coréens, immédiatement suivis de l'Ukraine, et ensuite par les États-Unis. Alors dès le début, je vous avais dit que c'était louche, hein, reprenez mes points sur l'Ukraine d'il y a un mois, plus d'un mois même. Reprenez tout cela, je vous avais dit, c'est extrêmement louche, puisque affirmer avec un ton absolument catégorique qu'il y a tel nombre de soldats nord-coréens qui font telle chose, qui vont à Vladivostok, ensuite qui vont à Kursk, d'abord 2600 nord-coréens qui se dirigent vers Kursk, ensuite on a 10 000 nord-coréens à Kursk, et ensuite on en a entre 11 000 et 13 000 d'après le Pentagone. Des choses très précises. Et pourtant, aucune preuve n'a été donnée au monde. D'un autre côté, bien sûr qu'il n'y a aucune preuve donnée au monde,
N'oubliez pas ce que je vous dis toutes les semaines. N'oubliez pas. C'est-à-dire que l'apparition des soldats nord-coréens est apparue juste au moment où Trump gagnait les élections aux États-Unis. Quelle énorme coïncidence! Alors maintenant, mettez tout cela bout à bout. Nous avons la Corée du Sud qui hurle qu'il y a des soldats nord-coréens en Russie, qui vont à Koursk. Ensuite, on a Zelensky qui n'hésite pas à faire du Zelensky, c'est-à-dire à mentir sans vergogne en disant qu'il y a des soldats nord-coréens qui se battent en Ukraine. En Ukraine. Avec les soldats ukrainiens, il n'hésite pas à dire ça. Mark Rutte, le chef de l'OTAN, dit non, 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 il y a des soldats nord-coréens à Kursk, mais ils ne se battent pas, ils sont à l'arrière pour l'instant, mais, dans quelques jours, nous ne doutons pas qu'ils se combattront à Kursk. Les soldats nord-coréens, ukrainiens, pardon. Donc voilà, donc on a tout cela. Ensuite, le Pentagone était certain, il y a les soldats nord-coréens qui sont à Koursk, ils vont se battre. Bon, ils n'ont jamais dit qu'ils se battaient à Koursk, hein. Le Pentagone s'est jamais mouillé à ce point-là. Mais bon, bref, vous avez compris, tout concorde. Élection de Donald Trump, soldats nord-coréens, aucune preuve n'a été donnée. Oh, prétexte qui vient comme Deus ex machina, voilà, prétexte qui apparaît comme ça, merveilleux prétexte, et là, l'administration Biden, et je dis bien l'administration, hein, pas Joe Biden, hein, parce que Joe Biden, il aurait en réalité jamais accepté cela, même avec un Alzheimer. Donc on a l'administration Biden de manière officieuse, et on la prend uniquement via le biais du New York Times, voilà, et bien immédiatement, l'administration Biden donne le droit de frapper avec des attaques MS la Russie. Oh, comme tout s'emboîte bien, et comme tout est extrêmement improbable et incroyable, hein, dans le sens qu'on ne peut pas croire, hein. Voilà, donc c'est extraordinaire. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai dit depuis un mois dans les points sur l'Ukraine, tout ça sont des inventions perpétrées par l'administration américaine parce qu'il faut vite se dépêcher d'armer au maximum l'Ukraine afin de faire une escalade avec la Russie. Et l'administration Biden fait cela, bien sûr aussi pour mettre une peau de banane à Donald Trump, gêner le plus possible la présidence de Donald Trump. Pour moi, j'en suis persuadé, il y a ces deux raisons-là. Donc en résumé, en point final, affaiblir la Russie au maximum, tout ce qu'on peut, ou même jusqu'à la dernière minute, jusqu'au 19 janvier 2025. Bref, affaiblir au maximum la Russie et créer le plus de problèmes à Donald Trump. Tout concourt, tout est cohérent si on s'arrête à ces deux hypothèses dont je suis intimement persuadé. Ensuite, on a Zelensky qui fait son ultimatum absolument ridicule, puisque jamais l'Ukraine n'entrera dans l'OTAN, bien évidemment. Il le sait très bien. Le Pentagone, d'ailleurs, l'a dit directement via des hauts responsables du Pentagone. Je vous avais même montré les articles. Alors vous allez me dire, c'est que des hauts responsables du Pentagone, c'est pas le président des États-Unis. Certes. Et vous allez me dire aussi, nous avions Joe Biden qui a refusé solennellement, farouchement, à 3 reprises, que jamais il donnerait l'autorisation d'utiliser des attaques MS pour frapper la Russie, et pourtant c'est arrivé. Oui, mais bon, je n'y crois pas malgré tout. N'oublions pas que la Russie est en train de gagner la guerre. Elle gagnera la guerre, tout le monde, il y a un consensus, hein. Là-dessus, tous les connaisseurs savent que la Russie va gagner la guerre, bien sûr.
Et nous avons quand même, malgré toutes les tentatives, etc., de l'Union européenne ou des États-Unis, de toute manière, le sort en est jeté. Tout le monde le sait très bien. Donc, à quoi bon, vous allez me dire? Bah, on en revient aux deux raisons que je vous ai déjà dites précédemment. Donc, Zelensky fait des moulinets avec ses bras, il fait des hurlades comme s'il allait être écouté. Et on a les médias occidentaux qui parlent entre eux, qui se font des négociations entre eux. Donc tu as les États-Unis, l'Union européenne, l'Ukraine qui disent ah ben moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, on va négocier ci, on va négocier ça, on veut une DMZ en Ukraine, on veut geler le conflit, on veut, sans jamais demander l'avis de la Russie. Et la Russie, qui pourtant, via la voix de M. Lavrov lui-même, mais aussi de M. Peskov, bien entendu, bon bref, de ces deux voix-là, qu'est-ce qu'on entend? On attend que la position officielle de la Russie, c'est qu'il n'y aura pas de négociation tant que la Russie n'a pas achevé tous ses buts militaires. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, même Vladimir Poutine l'a dit lui-même. Donc tout cela est très clair. Et pourtant, dans les grands médias, on entend toujours ah bah Anthony Blinken veut ci, Macron veut cela, Keir Starmer veut comme ça, Zelensky veut comme ça, Zelensky fait des ultimatums, ah il n'est pas content, ah il veut ci, il veut ça. Mais bon, tout ça c'est du baratin. Tout ça n'est que du vent, puisqu'en dernier lieu, c'est la Russie, donc Vladimir Poutine, qui va décider tout simplement. Donc pour la Russie, tant qu'il n'y aura pas une dénazification du pays, tant qu'il n'y aura pas un désarmement, tant qu'il n'aura pas conquis tous les oblasts voulus, donc là, officiellement, les 4 oblasts, et tant qu'il n'aura pas eu la garantie que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, ça ce sont les desiderata fondamentaux de la politique russe en Ukraine, tant qu'il n'y aura pas ça, Vladimir Poutine continuera sur sa lancée victorieuse. Pourquoi s'arrêterait-il? Pourquoi s'arrêterait-il? Et moi, comme je vous le dis toutes les semaines, cela arrange bien Vladimir Poutine, tout ce qui se passe. Ça arrange bien Vladimir Poutine que les États-Unis ne cessent d'armer l'Ukraine, que l'Union européenne ne cesse d'armer l'Ukraine, qu'ils sont toujours dans une politique jusqu'au boutiste, va-t-en-guerre belliqueuse. Ça arrange bien Vladimir Poutine. Ça lui donne le prétexte tout trouvé et légitime à la face du monde de dire bah regardez, vous voyez, moi je suis pour l'apaisement, moi j'ai des desiderata qui n'ont pas changé depuis plus de 2 ans, je dis toujours la même chose, et eux ils veulent continuer la guerre, ils ne m'écoutent pas. Vous avez vu, le 26 février 2022, il y a eu une des premières négociations avec Zelensky qui voulait négocier avec nous. Les États-Unis ont fait capoter la première négociation. Ensuite, il y a eu les négociations d'avril à Istanbul. D'Istanbul, eh bien, ça a été détruit par Boris Johnson lui-même, qui s'est physiquement déplacé dans son jet privé pour qu'il n'y ait surtout pas de négociation. Donc il y a eu 2 tentatives faites par la Russie, avec des accords signés par l'Ukraine, pourtant, où ils étaient d'accord, que les 2 parties étaient d'accord pour négocier. Et voilà, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Vladimir Poutine quand il avait rencontré Gutiérrez à Moscou, donc le chef de l'ONU, et c'est ce qu'il dit à la Chine, à l'Inde, etc. Donc là, Vladimir Poutine a toute la légitimité derrière lui mondiale quant à ce qu'il se passe au niveau du conflit en Ukraine. Tout le monde a vu au niveau mondial qu'il a été roulé dans la farine. N'oublions pas le coup d'État américain en 2014, les accords de Minsk 1 et 2 qui ont été
piétinée par l'Allemagne, la France, mais aussi par les États-Unis, qui sont quand même les maîtres d'œuvre. Hein, le coup d'État en 2014 à Kiev, il a été fait par les États-Unis. Comme on l'a vu en vidéo, hein, c'était filmé, on a même les bandes audio de Victoria Nuland avec Jeffrey Piat, donc l'ambassadeur américain à ce moment-là à Kiev, et ça a été divulgué, hein, au monde entier d'ailleurs, et c'est là qu'on a vu, avec les preuves, qu'il y avait eu un coup d'État américain, sans compter évidemment toutes les preuves à Maïdan, concernant l'implication de la CIA, les 12 bases de la CIA, les 30 biolabs. Tout ça, ça a fait l'objet d'un audit de Victoria Nuland au Congrès américain, où elle a avoué qu'il y avait bien les 30 biolabs en Ukraine, faits par les Américains, et qu'elle ne voulait pas que ces biolabs tombent entre les mains des Russes. Ça, c'est texto, hein, je cite, lors de son audit au Congrès américain. Donc elle avait avoué à la face du monde qu'il y avait bien 30 biolabs. Sauf qu'elle a quand même dit que c'était pour aider à faire des vaccins pour les Ukrainiens. Alors oui, je sais, ne vous tordez pas de rire dans votre chaise, mais c'est bien ce qu'elle a dit pour contrer les assauts des députés et sénateurs américains qui l'a cuisiné en lui demandant mais comment ça se fait que la nation américaine ait dépensé autant d'argent pour cela, pour quoi faire? Et elle s'était justifiée ainsi. Bref, sans compter l'explosion des Nord Stream, etc. Donc vous voyez le ridicule de la chose. Donc soldats nord-coréens, évidemment, ça fait pchit. Comme je vous l'avais dit dans les points sur l'Ukraine, on a Zelensky qui fait des moulinets avec ses bras, alors que Zelensky est absolument fini, et tout le monde le sait. Mais bon, on tente quand même, l'Occident se débat avec panique pour essayer de faire le maximum de propagande possible. L'Ukraine qui perd des centaines de milliers d'hommes sur le front, l'Ukraine qui perd des centaines de milliers d'hommes par désertion ou parce qu'ils sont faits prisonniers ou parce que ils refusent de se battre et donc eh bien et tous ces gens-là iront peut-être ou peut-être pas en cour martiale, je ne le sais pas, à mon avis ils feront Kiev ne fera rien, mais bon, tout ça entre les prisonniers, les déserteurs, ceux qui ne se pointent pas pour être mobilisés sur le front, etc., etc., quoi, tous les articles qu'on voit à chaque fois, chaque semaine. Donc l'Ukraine s'effondre littéralement avec une crise énergétique qui n'en finit plus. Donc l'énergie en Ukraine, bah, sans énergie, bah, on ne peut plus combattre tout simplement. On a le complexe militaire industriel de Yuzhmash qui a été au moins en grande partie détruit ou très fortement endommagé tout du moins. On n'a toujours aucune photo satellite. Tiens, tiens, comme c'est bizarre, quand des dépôts russes sont détruits via des missiles, là on a des images satellites très claires, mais pour Yuzhmash, là, aucune image satellite disponible, toujours rien. C'est comme les soldats nord-coréens, là toujours aucune preuve, on n'en verra jamais d'ailleurs de preuve. Bref, donc tout ça va de mal en pis pour l'Ukraine et ne peut qu'aller vers un effondrement total très 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 bientôt. Alors, que peut-on dire en point final? Eh bien, ça y est, c'est la fin, comme je vous le dis à chaque fois. Alors, oui, on peut se moquer de moi en disant, mais à chaque fois tu dis que c'est la fin et la guerre continue, ça continue. Bah oui, mais à chaque fois, je vous dis que c'est comme un homme qui tombe au ralenti et qui est filmé au ralenti. On connaît la fin de l'histoire, on sait très bien ce qui va se passer, mais c'est très lent. C'est un phénomène très très lent qui est inévitable. Alors là, tout dernièrement, on apprend que l'Ukraine est mêlée en Syrie. On savait déjà qu'elle avait envoyé des troupes au Soudan, que oui, je dis bien les forces ukrainiennes qui avaient été envoyées au Soudan, et on sait maintenant que l'Ukraine est mêlée avec la Syrie. Cela ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout.
Bref, maintenant l'Occident essaye d'affaiblir la Russie sur tous les plans. Et là, en Syrie, puisque la Syrie, bah, ça tient à cœur à la Russie, comme chacun sait. Voilà, bon, je commence à être un peu trop long. Je m'arrête là tout de suite. Et maintenant, on va regarder la carte militaire. Alors voici la carte militaire et comme d'habitude, on commence par le sud. Là, on peut dire globalement qu'il y a eu beaucoup moins de changements par rapport à la semaine dernière, où la semaine dernière, les Russes ont fait des avancées exceptionnelles, absolument exceptionnelles. Évidemment, il ne peut pas y avoir d'avancées exceptionnelles toutes les semaines. On peut dire que le front est relativement câble. Alors au niveau des nouvelles sur Kherson, pas grand-chose comme d'habitude, hein, il n'y a rien qui se passe vraiment. La seule petite nouvelle, c'est qu'apparemment les Ukrainiens prévoient de refaire un coup comme ils l'ont fait sur Klinky pendant plusieurs mois, c'est-à-dire ils veulent faire une tête de pont en passant le Dniepr. Alors bon, on sait très bien comment ça va se finir. J'espère qu'ils ne le feront pas pour éviter que des soldats ukrainiens ne meurent absolument futilement en vain. J'espère qu'ils referont pas un coup comme Klinky. Nous verrons bien. Quant au fameux grand assaut que les Russes prévoiraient sur Zaporojye, on parle de la ville même, hein. J'ai pas de nouvelles vraiment réelles. On attend de voir, on attend de voir. Alors maintenant au niveau du front, alors là vous voyez j'ai entouré de jaune Ougledar ou Vuhledar en occidental. Donc pour vous puissiez vous repérer, là vous avez la grande ville de Donetsk. Donc là, les Russes ont fait des avancées notables sur Grande Novosilka. Grande Novosilka, c'est un des endroits les plus importants du front. Parmi les plus importants du front, je le placerai personnellement en quatrième position. C'est un endroit assez fortifié. Les Russes ont fait des avancées par rapport à la semaine dernière assez importantes. Évidemment, leur but, c'est de prendre Grande Novosilka puisque après, il n'y a plus de zone fortifiée. Après, c'est la race campagne. Il n'y aura plus de fortification, donc c'est important. Là, c'est le fameux chaudron de Kourakovier. Donc Kourakovier entouré de verre parce que c'est très important, c'est une zone logistique importante. Donc vous voyez les pointillés, c'était le front de la semaine dernière. Les Russes ont fait des avancées assez notables. Là, ils vont prendre ces deux villes-là et leur but, c'est de faire un encerclement complet via une zone importante qui est la ville de Kostiantynopil afin de refermer le chaudron. Alors il faut savoir que les forces ukrainiennes n'ont toujours eu aucun ordre de retrait. Donc ils sont là, en train de se faire grignoter petit à petit, toujours aucun ordre de retrait. C'est tout à fait typique de Zelensky, de jamais donner de retraite, ou quasiment jamais. Là, vous voyez, les Russes ont fait cette avancée sur le nord de Koulakovier. Donc, comme vous pouvez le voir, et comme je vous l'avais annoncé depuis plusieurs semaines, bah, ils allaient quand même entourer par là. Et comme je vous l'ai dit pendant plusieurs semaines, le fait que les Ukrainiens aient miné pour faire sauter le barrage de Stali-Terni, ça n'a strictement rien fait puisque bon bah là en plus il fait froid, il y a des zones gelées. Dans certaines zones de l'Ukraine, on est à moins 10, moins 20 degrés au moment où je vous parle. Donc ça n'avait servi à rien puisqu'il y avait au final beaucoup de gravats et pas tant d'eau que ça. Donc ça a absolument pas ralenti les Russes pour entourer Koulakovier. Là, vers la zone de Pakrovsk, les Russes ont pris la ville entièrement de Pouchkine. Donc avancée assez importante ici, mais l'avancée la plus importante c'est là. Et évidemment, comme je vous avais mis la flèche d'avancement stratégique, ils veulent prendre Oudachny
parce que Oudachny, c'est la dernière mine de charbon de haute qualité absolument essentielle pour la sidérurgie ukrainienne. Et je suppose que les Russes veulent prendre Oudachny exactement comme ils avaient pris Selidovo, qui était très similaire à Oudachny, puisque là il y avait une mine de charbon de très haute qualité aussi. Donc c'est la dernière de l'Ouest, à ma connaissance, il n'y en a plus d'autres. Donc ça va être absolument terrible pour les Ukrainiens quand les Russes prendront Oudachny. Paklovsk est entouré d'un carré rouge parce que c'est l'endroit le plus important du front. C'est la zone névralgique la plus importante, le plus grand nœud logistique. Quand Paklovsk tombera, pour moi, ça signera la fin des fins. Mais ce n'est que mon avis. Pour Toretsk, les Russes ont pris les terrils. Donc ils vont être en position de hauteur. Ça va être encore plus facile pour eux de prendre Toretsk. Toretsk, c'est un des endroits les plus importants du front, c'est pour ça qu'il est entouré de verre. C'est un petit nœud logistique. Voilà, donc tout ça va être absolument terrible pour les Ukrainiens quand Toretsk sera prise. Là, on parle maintenant de l'endroit le plus important si on parle de verrou stratégique. Donc Toretsk était un petit nœud logistique et un verrou stratégique. Là, ça n'a pas d'importance logistique, chassiviale, mais c'est le plus grand verrou stratégique du front. Le plus grand verrou, c'est pour ça que c'est entouré de verre. Là, les Russes ont fait une petite avancée, mais vraiment mineure. Chassivial, c'est le verrou qui permettra aux Russes, quand ils auront Chassiviar, d'aller sur Kramatorsk et ensuite sur Slaviansk, les points les plus importants pour la Russie, car pour moi, comme je vous le dis depuis plus de 2 ans, et oui déjà, c'est pour ça que c'est entouré d'un gros triangle rouge depuis plus de 2 ans, bah pour moi ça signe la fin de l'Ukraine. Ce n'est que mon avis. Là on est dans la région de Sivelsk, sur Sivelsk il ne s'est rien passé à ma connaissance. Sur la zone de Kupiansk, l'endroit le plus important du nord, les Russes avaient reculé il y a 2 semaines parce qu'ils s'étaient précipités, ils avaient envoyé une force qui avait beaucoup avancé, mais une force beaucoup trop faible, fallait qu'ils consolident. Alors par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils avancent vers le nord, alors peut-être qu'ils vont faire une descente comme ça sur Kupiansk, parce que sur le nord, ils ont fait des avancées assez importantes. Vous avez vu qu'ils ont traversé la rivière Oskol, donc ils vont faire des têtes de pont, sauf que eux, ça réussit. Hein, vous voyez qu'ils l'ont largement dépassé. Là, ils ont pris cette ville-là, ils vont prendre cette ville-là. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont descendre comme ça? Je ne sais pas. Ou continuer sur le nord? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils ont fait des avancées sur le nord. Donc je vous rappelle que bien sûr, il y a la grande ville de Kharkov qui est juste à côté, qui est la deuxième plus grande ville du pays. Sur le fameux front Vovchansk-Lipsy, il n'y a rien de notable. Sur le front de Kursk, dans la zone de Kursk, les Russes ont fait une bonne avancée, comme vous pouvez le voir, sachant que Souja est l'endroit névralgique pour les Ukrainiens. C'est là où il y a le nœud des pipelines gaziers qui nourrissent l'Europe. Donc ça part de Souja, pas que, hein, il y a 2 points névralgiques, il y a Souja et le sud de l'Ukraine. Souja, absolument très important, c'est là qu'il y a le QG à Kursk des Ukrainiens. Souja qui était alimenté par Soumy côté ukrainien. Donc évidemment, ça fait des semaines et des semaines que Kursk est complètement, j'ai envie de vous dire, clos au niveau de l'approvisionnement. Je dis bien de l'approvisionnement, mais il y a toujours des flux militaires qui arrivent. Alors pourquoi les Ukrainiens arrêtent d'approvisionner Souja en équipement et nourriture? Bah, tout simplement parce que comme ils perdent tellement de matériel militaire en véhicules blindés principalement et en hommes,
bah, ils en perdent tellement que ben, ils privilégient l'armement en véhicules blindés, tanks, etc. et hommes plutôt qu'à faire des envois de véhicules blindés, de camions pour la logistique, parce que les camions, véhicules blindés pour la logistique ne sont pas les mêmes que ceux pour transporter des hommes ou des véhicules blindés d'infanterie, d'attaque. C'est pas la même chose. Et eux, ils ont privilégié tout ce qui est véhicules d'infanterie, d'attaque, tank et l'envoi d'hommes et non pas de réapprovisionnement. Alors pourquoi, moi, d'après les rapports ukrainiens que j'avais lus, ils avaient dès le début tout prévu, ce qui était très intelligent de leur part, c'est-à-dire qu'au début de l'attaque, ils avaient privilégié, ils avaient envoyé tellement de forces et pendant qu'ils avançaient, ils n'arrêtaient pas d'approvisionner Souja. Donc ils ont de gros stocks. Voilà pourquoi. C'est ce que j'ai compris hein, en lisant les rapports ukrainiens. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. Alors maintenant, ils approvisionnent toujours en hommes et en véhicules blindés Kursk. Voilà. Mais bon, la route est complètement détruite, j'ai envie de vous dire maintenant. Les FAB 1500 et 3000 ont été redoutables. Donc là, c'est uniquement à travers champs. Donc d'où les véhicules blindés et le fait que les camions d'approvisionnement en plus peuvent pas passer du tout, pourrait-on dire. Voilà, ça c'était vraiment les détails techniques que j'ai pu lire, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire. Et j'arrête là, donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien pour cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.